Bienvenue sur Medi 1 TV. Le dossier de ce jour est consacré à la géopolitique du Moyen-Orient avec ce contexte très tendu entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ce dimanche, la Ligue arabe a tenu une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères à la demande de Riyad. Pour évoquer ce choc des titans, j'accueille sur ce plateau Zakaria Aboudahab, professeur de relations internationales à l'université Mohammed V à Rabat. Bienvenue à vous. Merci de l'invitation. Alors depuis dimanche, on assiste à une véritable escalade verbale entre Riyad et Téhéran. Professeur, la situation géopolitique au Moyen-Orient est-elle en train de basculer ? Moi, je crois que le Moyen-Orient, comme disait De Gaulle, ce Moyen-Orient compliqué, et plus particulièrement en ce qui concerne le Golfe Persique, c'est-à-dire constitué des 6 monarchies du Golfe plus l'Iran et l'Irak, depuis le lancement d'un missile balistique le 4 novembre, d'après les propos de Riyad, et évidemment qui a été intercepté au-dessus de la capitale saoudienne, qui a été détruit. L'Arabie saoudite a accusé directement l'Iran d'avoir fomenté cet acte dangereux par interposition des Houthis au Yémen, et on sait très bien que depuis mars 2015, l'Arabie saoudite a conduit une coalition contre les Houthis qui sont appuyés, bien entendu, par l'Iran. Ce qui fait que cette escalade, évidemment accentuée par le lancement d'un missile, c'est pour la première fois, a été considérée par Riyad comme un acte de guerre. La réplique n'a pas tardé à venir. L'Iran s'est exprimé par la voix de son président Rouhani qu'en fait l'Iran était puissante sur le plan régional. Échange de propos, il y a une montée, une escalade aggravée malheureusement par un contexte régional un peu gravissime, notamment à la lumière de la crise avec le Qatar. Le CCG a vécu des tensions depuis 81, la date de sa création, donc la première fois quand même qu'il y a une sorte de rupture un peu radicale ou un tournant. Donc on peut dire malheureusement qu'effectivement il y a une montée de la tension dans cette région. Alors les liens diplomatiques entre Téhéran et Riyad sont rompus depuis janvier 2016, mais on a l'impression que la situation s'est, comme vous l'avez dit, aggravée ces derniers mois. En parallèle, il y a la montée en puissance du prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed Ben Salman. Est-ce que le lien est établi entre ces deux faits ? Rappelant qu'au moment où la coalition a été constituée sous la houlette ou la bannière de l'Arabie saoudite, depuis mars 2015, eh bien le prince héritier était à l'époque ministre de la Défense. Et donc c'est lui, apparemment, qui avait commandité ce genre de frappe. Cela d'une part. D'autre part, c'est un prince qui est appuyé par les puissances occidentales, et en particulier les États-Uns d'Amérique. On le sait, ne serait-ce qu'en visionnant certains tweets du président Donald Trump, récents d'ailleurs, à la suite des frappes ou de la frappe iranienne, d'après encore une fois la qualification qui a été faite par l'Arabie saoudite, parce que l'Iran nie toute implication dans ce genre d'acte, ni d'ailleurs le Hezbollah, d'après son chef spirituel, Nasrallah. Ce qui fait que, oui, on peut considérer qu'il y a eu un concours de circonstances, et on est dans une escalade, et on est dans une conjoncture assez spécifique, assez spéciale, lorsque l'on sait, encore une fois, que le contexte mondial, avec une politique de Donald Trump qui est un peu agressive à l'égard de l'Iran, avec aussi une situation au Proche-Orient qui est compliquée, après donc la déliquescence de Daesh, une implication forte de la Russie. On voit dernièrement la tenue d'une rencontre entre le président Poutine et le président Bachar al-Assad, ce qui fait qu'il y a quand même des éléments de conjoncture qui rentrent dans cette configuration géopolitique très compliqué. Alors Riyad et Téhéran, on le sait, s'opposent sur plusieurs dossiers, le Yémen, la Syrie, le Liban aussi, vous l'avez dit, et que le Premier ministre Saad Hariri a démissionné le 4 novembre, le même jour que ce tir de missile du Yémen vers Riyad. Alors le Liban, venons-en plus dans le détail, semble être le terrain d'hostilité entre Riyad et Téhéran dans les jours qui viennent au niveau du Liban. Quels sont les scénarios possibles ? Alors ça, c'est un peu le legs de l'histoire. Depuis donc 2006, le Hezbollah avait acquis une certaine légitimité quand même, parce qu'il a pu, on va dire, chasser Israël des derniers remparts au Liban, ce qui fait que, quelque part, il s'est érigé comme étant un défenseur de l'intégrité territoriale du Liban. Alors ça, d'une part. D'autre part, beaucoup d'analystes aujourd'hui, sur le plan de la géostratégie, qualifient ce qui se passe dans le Golfe Persique comme étant une sorte de guerre froide, donc par pays interposés. Hélas, le Liban, ce pays qui mérite plus qu'il ne l'est aujourd'hui,
parce que c'est un fleuron quand même du monde arabe, malheureusement a été la cible de ce genre de guerre par procuration ou guerre par interposition. M. Rafiq al-Hariri, qui est d'ailleurs le leader du mouvement du 14 mars, parce que son père lui-même a été décédé, on ne sait pas encore quels sont les véritables assassins, a été dans cette configuration, ce qui fait, je ne sais pas si c'était simplement un hasard du calendrier, le fait de démissionner le 4 novembre, mais cette démission n'a pas été validée par le président donc actuel, en attendant la rentrée. Ils doivent se rencontrer d'ailleurs. Absolument, ce mercredi. Et ça va coïncider avec la fête d'indépendance du Liban. Très bien. Alors dites-moi aussi, la prochaine démarche de la Ligue arabe est de sensibiliser, on le dit, les Nations unies au sujet du programme balistique de l'Iran. L'avis de la Ligue arabe peut-il être entendu au niveau de New York, au niveau des Nations unies? Absolument, parce que la Charte des Nations unies reconnaît dans son chapitre 8 la validité des accords régionaux ou des organisations régionales. C'est le cas de la Ligue arabe, qui, il faut le rappeler, a précédé la constitution de l'ONU, en 1945, en juin. Donc c'était la même année. Ça, d'une part. D'autre part, étant donné qu'il y a un problème d'internationalisation du dossier iranien, parce que l'Iran lui-même a subi des sanctions depuis au moins 2002-2003, sinon, il y a eu un programme de démantèlement progressif de ces sanctions suite à un accord qui a été conclu sous le mandat de M. Barack Obama. Et donc, le fait de déléguer ou de solliciter l'intervention de l'ONU ne fait qu'intégrer cette question complexe dans le cadre plus large des Nations unies, car quand il y a un fait de nature à porter atteinte à la paix et à la sécurité internationale, eh bien, normalement, c'est le Conseil de sécurité qui doit intervenir pour régler ce genre de problèmes qui dépassent le cadre strictement national d'un pays. Et le Qatar, professeur Dahab, dans cette crise, on le sait depuis juin dernier, c'est la crise entre Doha et ses voisins arabes. Fin août, le Qatar s'est réconcilié, si je puis dire, avec l'Iran. L'axe Doha-Téhéran peut-il être autant craint par l'Arabie saoudite que l'axe Téhéran-Hezbollah? Oui, on assiste à de nouvelles alliances, contre-alliances, parce que le Qatar s'est trouvé isolé et donc il a cherché des appuis de l'extérieur. Quand on voit aussi qu'il ne pouvait trop compter sur l'appui des puissances occidentales, du moins de façon directe. Il a aussi le soutien de la Turquie, il ne faut pas l'oublier, parce que pratiquement il y a 30 000 soldats qui ont élu domicile au Qatar. Est-ce que réellement cette alliance est conjoncturelle ou structurelle? Seul l'avenir pourra nous le dire. Mais on voit très très bien que dans ce genre de scénario, chacun fait du self-help, cherche à garantir sa sécurité. N'oublions pas que le Qatar, c'est un micro-État, comme on le dit, ce qui fait qu'il cherche naturellement à rompre l'isolement dans lequel les pays du Golfe, les autres, ont cherché à le mettre. Alors, le choc des titans vu de l'Occident, la crainte est palpable. Hein. On l'a vu avec le déplacement d'Emmanuel Macron à Riyad récemment. Il y a quelques mois, le déplacement en visite officielle de Donald Trump dans la région, notamment à Riyad. Les capitales occidentales sont-elles inquiètes? Ont-elles vraiment des raisons de craindre? Tout à fait, parce que le Golfe Persique regorge de ressources pétrolières. C'est la première réserve mondiale d'hydrocarbures. Alors ça, d'une part. Et on se souvient du scénario de la guerre entre l'Iran et l'Irak de 80 à 88, qui était désastreuse non seulement pour la région, mais cela a eu des impacts ou des conséquences sur l'économie internationale. Les puissances occidentales le savent très très bien. Cette région étant névralgique, si une guerre se déclare, ça va avoir des conséquences extraterritoriales ou extra-régionales. Quelques mots juste sur l'Afrique. Y a-t-il eu des réactions officielles par rapport à ce conflit au Moyen-Orient? Vous connaissez les positions de certaines capitales africaines? Mais jusqu'à cet instant-là, je n'ai pas vu une réaction, par exemple, de l'Union africaine ou de la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, entre autres. Mais certainement, ce qui se passe dans le Golfe Persique a des répercussions continentales au niveau du continent africain. On attend justement une réaction officielle. Bien entendu, il faut noter que le Maroc, ayant participé à cette réunion extraordinaire au Caire le 19 novembre, avait tenu un communiqué dans lequel il a appuyé la démarche de l'Arabie saoudite pour lutter contre l'hégémonie iranienne. Merci beaucoup, professeur Abou Dahab. Vous êtes professeur à l'université Mohammed V de Rabat. Merci à vous pour cette analyse sur cette crise au sommet entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Merci à vous aussi pour votre attention. Restez sur Média TV. L'information se poursuit sur notre antenne.